Aujourd'hui, nous recevons, en ces temps de chaleur, où les esprits certainement échauffés se sont certainement calmés, car la salle est climatisée et nous l'apprécions avec bonheur pour échanger avec notre invité, député Philippe Bolo, député Les Démocrates du Maine-et-Loire. Monsieur le député, vous avez activement participé au débat sur la PPL Grémillet en commission des affaires économiques en tant qu'orateur et auteur de nombreux amendements. Cette PPL est au cœur de l'actualité ces dernières semaines. Entre des débats qu'elle a suscités à l'Assemblée, puis son rejet dans l'hémicycle la semaine dernière et maintenant son retour au Sénat, cette semaine qui précédera une nouvelle discussion à l'Assemblée, mais seulement à la rentrée. Tous ces développements nous laissent aujourd'hui avec plus de questions que de réponses sur cet avenir du texte, sur le calendrier du décret de la PPE et plus globalement sur l'avenir de la stratégie française pour la transition énergétique et la décarbonation. Monsieur le député, encore merci. Merci d'avoir accepté notre invitation et nous sommes ravis de vous recevoir. Pour parler des prochaines étapes, je laisse tout de suite la parole à notre président, Brice Lalonde. Merci, monsieur le député. Alors, c'est quoi les prochaines étapes? Les prochaines étapes, c'est le retour de ce texte, cette PPL sénatoriale, au Sénat, justement, sur la base du texte du Sénat, puisque comme nous avons... On retourne au texte Grémillet du départ. Au texte de départ, puisque tout le travail de l'Assemblée nationale a été gommé par le vote contre qui est intervenu donc, la semaine dernière. Alors tout ça peut-être rappeler quelque chose qui est important, parce qu'on a de plus en plus de textes qui sont réglés sous un fonctionnement de procédure accélérée. Alors je rentre un peu dans quelque chose de technique, mais c'est important, c'est-à-dire qu'avec la procédure accélérée, il y a une lecture au Sénat, une lecture à l'Assemblée et une commission mixte paritaire qui s'accordent pour trouver le texte de compromis. Alors malheureusement, sur cette PPL Grémillet, nous ne sommes pas sur une procédure accélérée, mais une procédure classique qui fait la navette, c'est-à-dire examen au Sénat, à l'Assemblée, au Sénat, retour à l'Assemblée et la CMP à la fin. Donc c'est-à-dire que là, ça sera réexaminé par le Sénat sur la base de son texte initial, et après, ça reviendra chez nous à la rentrée. Bon, mais alors, pour éviter que ça recommence de la même façon, il faut que tous les députés soient présents, quoi. Je dis ça parce qu'il me semble qu'il y a eu quelques absents pendant les votes, quoi. Alors quand vous faites 40 heures de temps législatif programmé, inévitablement, il est difficile à tout le monde d'être présent pendant les 40 heures. Ça, c'est pour excuser mes collègues et me faire l'avocat du diable. C'est surtout qu'il faudrait trouver des moyens de faire davantage de compromis. Et que parfois, je suis à peu près persuadé qu'on peut les trouver sans trop de difficultés, mais que certaines postures, que ce soit des postures parlementaires, des postures gouvernementales, des postures de l'administration, n'ont également pas aidé à améliorer la situation. On avait au départ, donc avant que le sénateur Grémillet dépose sa proposition de loi, on avait donc un projet de programmation pluriannuelle de l'énergie, donc une PPE, qui a été soumise à consultation. Et je suppose que le gouvernement voulait faire l'économie d'une discussion dont il savait peut-être l'issue incertaine, en disant on va faire un décret. À la suite de quoi, le sénateur Grémillet, qui est venu nous parler, nous a dit quand même, un décret, la base juridique n'est pas suffisante. Imaginez faire des contrats à plusieurs milliards avec un décret qui pourrait être attaqué en justice. C'est pas sérieux, il faut une loi. C'est à peu près ça l'idée. Ce qui est important, c'est quand même il y a eu une discussion de fond, et c'est ça que je voudrais peut-être demander au député Philippe Bolo, c'est cette histoire de renouvelables, de nucléaire et tout ça. Au départ, la PPL était très généreuse. Il y avait un peu de tout. Allez, on développe tout. Et puis, chemin faisant, les critiques ont dit finalement, la consommation électrique française, elle stagne. Elle stagne, ce n'est pas vraiment prévu, alors qu'en principe, il faudrait électrifier les usages. Donc, il y a un problème là politique. Il faut que le gouvernement travaille davantage à électrifier les usages. Mais en attendant cette électrification, est-ce qu'on a besoin de tout ça? Et est-ce qu'on a besoin de tout ça? Parce que, alors ça c'est la critique encore plus forte qui est venue de la droite plutôt,
On a déjà une électricité décarbonée, c'est le nucléaire, c'est l'hydraulique, et vous, l'hydraulique, vous connaissez bien, monsieur le député. Pourquoi donc s'obstiner à faire des renouvelables de plus en plus? D'autant plus qu'on a un système européen des interconnexions, et entre nous soit dit, quand il y a énormément de renouvelables et de solaire, on est obligé d'arrêter le nucléaire, et on a des prix négatifs de l'électricité. Est-ce que cette critique est fondée? Comment fait-on maintenant? Parce que donc on est quand même dans l'idée que oui, il faut peut-être corriger, il faut adapter. Nous, à Équilibre des énergies, nous disons ce qui manque surtout, c'est l'électrification des usages. Parce que si on électrifie, si vraiment il y a une politique gouvernementale forte, disons, allez, on va aider les Français à acheter des voitures électriques, on va aider les particuliers à isoler leur maison, à passer à l'électricité, etc. À ce moment-là, les choses se règlent et toute consommation supplémentaire d'électricité, ça sera avec les renouvelables. Je ne sais pas, je pose la question. Et vous avez effectivement mis sur la table l'équation avec toutes ces variables. Et c'est bien sûr là-dessus, sur toutes ces variables qu'il faut agir. Effectivement, aujourd'hui, il y a la grande question qui se pose, et celle que je trouve est la plus fondamentale, c'est celle de la rencontre de deux trajectoires. Une trajectoire d'électrification et une trajectoire d'offres et de consommation, pour dire les choses autrement. Et c'est là où tout s'avère, le nœud du sujet, il est bien là, puisque finalement, dans l'équilibre et dans les proportions que l'on met entre le nouveau nucléaire, le maintien et le prolongement de l'ancien nucléaire, la proportion avec les énergies renouvelables, on va constituer le prix de l'électricité, qui est le signal qui va faire en sorte que l'électrification va être plus ou moins sur une courbe avec une pente plus ou moins forte. Et c'est là où il faut faire attention, c'est-à-dire il faut être en capacité de définir des grandes proportions qui permettent d'avoir la trajectoire sur le long terme, parce que ça c'est aussi un autre sujet. C'est-à-dire que pour avoir ce rendez-vous avec cette électrification massive, il faut avoir des capacités de production importantes. Et on sait qu'en cela, c'est bien le nucléaire qu'il faut savoir mobiliser. Mais pour pouvoir le mobiliser avec un parc vieillissant et dont les investissements sont toujours plus importants pour pouvoir le prolonger, il va falloir aller chercher les énergies renouvelables pour faire la jonction avec le nouveau nucléaire. Donc on voit bien qu'il y a une proportion entre les deux qui est absolument indispensable et qu'il va falloir aller chercher. Et c'est cette proportion-là qui détermine le prix et donc le signal que certains vont aller vers l'électrification ou pas. Et il y a quelque chose qui est très important à mes yeux et qui est trop souvent oublié dans les débats, mais vraiment quasi systématiquement, c'est le sujet du réseau. Puisque l'offre et la demande ne se rencontreront que si on a les électrons qui vont du producteur au consommateur. Et on sait aujourd'hui qu'avec ce qu'on a dessiné comme perspective de mix, eh bien, on n'est plus sur la logique qui pouvait être celle qui existait jusqu'alors, d'avoir des productions massives et à certains endroits. Maintenant, la production est beaucoup plus diffuse avec les énergies renouvelables. Tout ça nécessite une intelligence du réseau pour son équilibre permanent. Voilà. Et donc ce réseau lui-même demande des investissements forts pour accueillir donc ce nouveau mix énergétique, pour faire en sorte qu'il soit en équilibre, mais aussi parce que ce réseau il est soumis aux aléas climatiques, et on sait qu'il va falloir aussi faire un certain nombre de travaux pour qu'il soit plus résilient face à l'augmentation des températures, face à des épisodes extrêmes que peuvent être les tempêtes, etc. Et voilà, donc c'est tout cela qu'il faut mettre sur la table. Et on a aujourd'hui une petite difficulté, à mon sens, c'est qu'on imagine tout cela, alors c'est des trajectoires longues, hein, c'est des trajectoires de 30, 40 ans, on imagine tout cela avec, dans notre esprit, des contraintes actuelles sur la capacité qu'on a à soutenir le développement de telle ou telle énergie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on est dans on a déjà les connexions. Oui, tout à fait. Mais là, je suis au-delà du réseau. Je suis sur la globalité du développement du nouveau nucléaire, de la poursuite des énergies renouvelables, de ne jamais oublier le réseau. Et aujourd'hui, tout cela a des contraintes sur le budget de l'État et on sait que c'est compliqué. C'est très dur, très difficile, je trouve, de se projeter à 30 ans sur des investissements à 30 ans, quand au moment où vous le faites, vous êtes dans une situation de rigueur budgétaire qui impose un certain nombre d'économies de manière assez forte. Voilà. C'est pas que c'est impossible, mais c'est que ça oriente un certain état d'esprit qui fait qu'on est toujours très prudent, alors que pour raisonner à 30 ans, il faudrait peut-être s'extraire de cette logique-là et voir que finalement, les capacités de soutien de l'État ne seront peut-être
plus dur ou plus facile dans les années à venir, mais qu'on ne peut pas raisonner à 30 ans en se fixant les contraintes qu'on a aujourd'hui sur les 30 années, parce que ça, on est sûr que ça n'arrivera pas et qu'il y aura des évolutions. La question du réseau, oui, c'est très juste. On a des chiffres faramineux qui nous sont annoncés par Enedis et par RTE pour les prochaines années. Et donc, si on peut faire quelques économies, peut-être que l'on peut dire que les renouvelables ont atteint maintenant un certain niveau de maturité technique et économique et qu'il y a peut-être besoin, ou il y a peut-être moins besoin de les soutenir financièrement, ce qui déjà pourrait faire des économies. Et peut-être que pour le réseau, on peut dire, choisissons les grands renouvelables, choisissons plutôt des grandes centrales solaires et pas 40 petites, parce que ça fera moins de lignes électriques à bâtir, etc. Enfin, il y a peut-être un certain nombre de choses qu'on peut faire. Et puis, il y a une question qui, moi, me tarabuste beaucoup, qui est la question de l'Europe. Puisque l'Europe, elle est pour un système avec beaucoup de renouvelables, il n'y a pas de mystère là-dessus, et elle voudrait développer des interconnexions extrêmement puissantes. Mais ces interconnexions extrêmement puissantes, elles ont tendance ensuite à faire de la France un maillon d'un système plus large et par conséquent à changer en quelque sorte les données de l'équation de la programmation énergétique. Par exemple, on est quelquefois obligé de prendre le solaire qui vient d'Allemagne ou d'autres, et quand on exporte de l'électricité, le prix n'est pas extrêmement satisfaisant non plus. Donc à un moment donné, quelle est la réflexion ? Un organisme comme RTE gagne de l'argent en faisant passer les électrons d'un pays à l'autre, etc. Est-ce que c'est le même intérêt ? Je ne sais pas. Il y a des questions, si vous voulez, complexes qui à chaque fois se greffent sur la discussion. Ce que vous dites là est véritablement important et moi fait toujours écho à une posture que je cherche à chaque fois à expliquer et à développer, qui est celle de l'évaluation. On ne fait pas assez d'évaluation dans la fonction parlementaire. On légifère beaucoup, mais on n'évalue pas assez. Et en définitive, on est très critique vis-à-vis des systèmes en place au moment où on se rend compte qu'ils ne répondent plus aux obligations d'un contexte. Ben ça, c'est pas normal, parce que finalement, tous ces systèmes que nous avons à observer aujourd'hui, ils ont été mis en place à une époque où les conditions, et l'environnement et le contexte n'étaient pas le même. Donc ils étaient justifiés à une époque. Mais comme la société évolue, comme l'offre, la demande en énergie évolue, comme le besoin de décarbonation est de plus en plus pressant, tout ça fait que le contexte initial varie et que la logique qu'on avait à un instant T n'est plus la même à un instant T'. Et qu'en définitive, il faut toujours se poser les questions d'évaluation pour voir ce qu'on peut garder des bases de ce qui a été mis en place à une époque où tout cela était très justifié et les faire évoluer. Et en ce sens-là, ce que vous avez décrit est parfaitement vrai. C'est-à-dire on avait un système énergétique français qui servait bien la France, qui à un moment donné a fait l'objet, avec la loi NOM, d'un certain nombre d'évolutions parce qu'elles étaient justifiées à l'époque, et qu'aujourd'hui ces mêmes adaptations sont jugées particulièrement inopérantes. Mais tout cela est normal parce que le fil du temps a fait que tout a changé autour de ces lois et règlements autour de l'énergie. Il faut savoir les réinterroger pour trouver le nouveau modèle. Il faut savoir le faire de manière agile, rapide, pour être résilient. Et ça, parfois, en politique, c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire, considérant que ce qu'on a mis en place est valable pour le plus longtemps possible et que certains sont même arc-boutés pour défendre, d'un point de vue politique, de couleur politique, certaines choses qu'ils ont mis en place. Bon, très bien, nous sommes d'accord. Donc la question, enfin, le centriste que vous êtes, qui cherche le compromis. Alors, est-ce qu'on va trouver ce compromis ? Est-ce qu'il y a, entre maintenant et en septembre, est-ce qu'on a le moyen d'ouvrir une espèce de débat entre les députés des différents groupes et les sénateurs pour trouver quelque chose qui fonctionne avant ? Est-ce que c'est possible politiquement ? En plus, avec un gouvernement qui est fragile quand même. On ne sait pas très bien quel est l'avenir. Et donc, on a un problème général de gouvernance, en quelque sorte. Le Parlement a repris beaucoup d'importance depuis la dissolution, ce qui est nouveau. Le Parlement n'a pas l'habitude de cette responsabilité politique suprême, en quelque sorte, un gouvernement d'assemblée presque. Et donc, est-ce que l'on peut créer, grosso modo, les conditions d'un gouvernement d'assemblée d'ici au mois de septembre sur la question de l'énergie ? Moi, je pense que oui, et qu'il ne faut pas regarder le compromis uniquement au travers des députés présents dans l'hémicycle, mais aussi des autres acteurs qui sont présents lors de l'examen d'un texte de loi. Et je fais référence au ministre, je fais référence donc au gouvernement, à l'administration et aussi aux rapporteurs. Je vais vous donner un exemple concret de ce qui s'est passé juste avant le vote sur le moratoire des énergies renouvelables. Le texte indiquait un objectif global pour le nucléaire, très global, de production,
alors qu'il n'indiquait pas la même chose avant qu'il y ait le vote de l'amendement des 200 TWh sur les énergies renouvelables. Il n'y avait rien. Il n'indiquait rien pour les énergies renouvelables. Je peux le comprendre, parce qu'en définitive, fixer un grand objectif pour le renouvelable, c'est tout de suite des coûts de soutien. Et encore une fois, je reviens à notre préoccupation du moment de faire des économies, sauf que là, on est sur 30 ans, donc il y avait quelque chose qui ne collait pas. En tout cas, ça a été lu par certains, un objectif quantitatif fixé pour le nucléaire, pas pour le renouvelable. Ça a été vu par certains, et je me mets à leur place, comme étant une solution habile pour dire on va évacuer les énergies renouvelables uniquement au profit du nucléaire. Donc j'avais pris la parole en hémicycle pour essayer de dire, essayons, sans rentrer dans le détail du chiffre précis au kilowattheure près de ce qu'on veut faire, mais au moins donner les grandes proportions de ce qui pourrait dire un mix va être pour tant de pourcents de nucléaire, pour tant de pourcents d'énergie renouvelable. Et dans ce pourcent d'énergie renouvelable, après, on sait qu'on va devoir le mettre en place au travers de l'éolien, du photovoltaïque, de l'hydroélectricité. Et sur l'éolien en mer, à terre, flottant, ancré, tout ça n'a pas les mêmes coûts. Donc après, on peut aller dans le détail. Mais au moins, ça aurait donné le sentiment à certains, encore une fois, je comprends leur posture, que on bradait les énergies renouvelables. Donc vous voyez, et ce compromis-là, il n'est pas tant chez nous que chez le rapporteur, le ministre et le gouvernement. Et si cette porte-là avait été ouverte, on se serait évité, parce que comme il n'y avait pas d'objectif global, chaque député individuellement a essayé au travers de ses amendements de mettre des objectifs, mais qui n'étaient plus globaux, qui étaient spécifiques à chaque énergie renouvelable. Donc on en avait sur le marémoteur, on en avait sur l'hydrolien, on en avait partout, et finalement après ça n'avait plus aucune cohérence. Donc voilà, donc vous voyez, la rencontre de tout cela, c'est pas uniquement les députés, c'est aussi la capacité que l'ensemble des partis ont de pouvoir écouter les autres et de trouver le compromis sur un niveau d'objectifs et de perspectives et de programmation qui n'est pas rentré dans le détail, mais qui offre une sécurité à tout le monde en disant qu'il a bien défendu ses intérêts. Oui, je comprends. Je pense aussi que la première copie, la PPL elle-même, qui a été soumise à consultation, franchement, c'est pas sérieux. Voilà, c'est pas un bon document. C'est inquiétant parce que ça fait penser quand même que dans la gouvernance globale de l'énergie, il y a un problème en France. Ça ne va pas encore, quoi. Il y avait des chiffres qui étaient incohérents, il y avait un peu de tout. Enfin bon, ça ne va pas, quoi. Et donc, il y a vraiment... il faut se ressaisir. Et c'est compliqué parce que à l'échelle européenne, ce sont les renouvelables. Ce sont les renouvelables. Pourquoi ? Parce que le nucléaire, pour l'instant, il fait 24% à l'échelle européenne. Il ne fait pas 70% comme en France, il fait 24%. Et la plupart des pays foncent sur les renouvelables, avec un complément qui malheureusement est le gaz, souvent. Mais peut-être les batteries, je ne sais pas. Il y a beaucoup d'espoir sur les batteries, je ne sais pas. Et nous, en France, non. Nous, c'est 70% de nucléaire, plus de l'hydraulique. Vous êtes spécialisé sur l'hydraulique un petit peu. Et donc, il faut que ça coexiste. Il faut d'une manière ou d'une autre que l'on trouve le moyen de... Et avec, comme vous dites, avec la dynamique du temps qui va passer, qu'est-ce qui va se passer? Les centrales nucléaires actuelles, est-ce qu'on les fait durer jusqu'à 80? Et ça dure combien? Est-ce que c'est sûr? Est-ce qu'il y a de nouveau de la corrosion sous contrainte qui apparaît? Et donc, à ce moment-là, il faut une sécurité. Les renouvelables, c'est peut-être le backup du nucléaire, contrairement à ce qu'on voyait. Vous voyez, des choses de ce genre-là. Et donc, le problème principal, moi je suis très content de ce que vous avez dit. Essayons, on peut faire un gouvernement d'assemblée, on peut sans doute trouver les moyens avec les acteurs économiques, avec les techniciens, avec EDF et d'autres, trouver les moyens de proposer un compromis. Mais alors, faisons-le. Comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut vous aider à le faire? Oui, évidemment. Mais je trouve que le rapporteur, Antoine Armand, avait eu des propos très justes lors de l'introduction des débats, à la fois en commission et en hémicycle, en disant qu'on était là aussi pour définir ce qu'est la loi, donc les grandes règles, les grands principes, oui, les grandes trajectoires, mais que le réglage du détail, ce n'était pas à nous de le faire. Et ce en quoi il a tout à fait raison, parce que je ne vois pas pourquoi et comment les députés présents sont en capacité de dire, encore une fois, au mégawattheure près, voilà ce qu'on va mettre sur... Et je me projette dans 10 ans, je ne parle pas d'aujourd'hui, de ce qu'on va mettre dans l'hydrolien flottant ou fixé, dans le photovoltaïque, dans l'hydroélectricité lorsqu'on a retrouvé nos capacités d'investissement. Voilà. Donc il faut...
il faut aussi revenir à l'origine de tout cela. Parce qu'effectivement, peut-être que le texte de la PPE n'est pas le bon, peut-être que le texte de la PPL Grémier n'est pas bon, mais revenons. La PPE, je parlais. Pardon, Oui, excusez-moi. revenons en 2018, excusez-moi, il ne faut pas que j'aille trop loin. Revenons en 2018 et la PPE 2. Oui. Et avec 13 réacteurs nucléaires en moins. oui, mais avant même cela, Bon, ouais. avant même cela, dans la forme du débat législatif Oui. et de la conduite Ouais. des objectifs, on avait, et j'en faisais partie avec Barbara Pompili et d'autres, défendu et obtenu le fait qu'il y ait un débat tous les 5 ans sur la programmation de l'énergie dans l'Assemblée nationale et au Sénat. Et ensuite, ça a été suivi. Et donc par ça la aurait loi dû climat et arriver résilience. en 2023. Oui. Voilà. Et en 2023, on ne l'a pas eu pour des bonnes raisons. C'est-à-dire que quand vous avez un hémicycle de 3 tiers, dont vous avez un tiers qui est contre le renouvelable, un tiers qui est contre le nucléaire et un tiers qui veut les deux, c'est difficile d'accorder tout le monde. Sauf à aller, comme je vous l'ai dit précédemment, sur des grands objectifs globaux qui permettent de tranquilliser tout le monde. Et on ne l'a jamais eu. Et donc tout ça a crispé un peu aussi les différents groupes politiques, obligeant, première chose, il ne faut pas l'oublier, obligeant le débat 50-1 de la Constitution, qui avait eu lieu au mois de mai, sur la stratégie énergétique de la France. Puis, faisant en sorte qu'il fallait un texte, alors, comme ce texte-là, on n'avait rien, on a repris ce qui existait, il y en avait eu un an auparavant, qui avait été voté sans doute en réaction au non-débat par le Sénat, qui s'appelait la PPL Grémier. Donc il ne faut pas oublier qu'il y a eu tout cet environnement-là qui fait qu'on n'est pas parti sur des bases les plus saines pour avoir un débat apaisé et sérieux, quoi. Oui, donc il faut trouver le moyen de reprendre ça. Aux États-Unis, on a eu la même situation, stagnation de la consommation d'électricité, c'était assez frappant. Et puis tout d'un coup, c'est parti en flèche. Pourquoi c'est parti en flèche? À cause de l'intelligence artificielle et des banques de données. C'est très clair. Donc, est-ce qu'une prospective en France pourrait dire, si on a des banques de données et qu'on développe l'intelligence artificielle, c'est assez gourmand en énergie, et donc il est vraisemblable que la consommation d'énergie augmentera, avec en plus l'électrification des usages, qui est quand même le moyen de décarboner l'économie. Donc voilà, donc on est quand même dans une espèce d'incertitude qui appelle à faire une comparaison internationale. Il faudrait savoir ce qui se passe dans les autres pays. Comment ils font? Est-ce que cette comparaison internationale a été faite avant le dépôt de la PPE et la PPL Grémier? Est-ce qu'on a assez regardé? Je ne sais pas, je pose cette question. En tout cas, c'est une bonne question et elle a eu lieu. Cette question, elle a émergé lors du projet de loi de simplification. Je ne sais pas si vous avez suivi au travers de l'article, peut-être 4 ou 5, je ne sais plus, sur les data centers. Et donc ça fait exactement le lien. Et ce qu'il s'est dit à l'époque, et qui est assez intéressant, parce que les mots ont un sens, c'est-à-dire qu'on cherche à avoir une trajectoire d'électrification. C'est-à-dire une trajectoire d'électrification, c'est-à-dire je substitue des utilisations d'énergie qui ne sont pas électriques, qui sont fossiles et qui émettent des gaz à effet de serre, par de l'électricité dont on connaît l'avantage, surtout en France, par rapport au contenu carbone. Sauf que là, quand on commence à parler des data centers, etc., on n'est plus sur une substitution, mais on est sur une addition. C'est-à-dire qu'en définitive, mais c'est peut-être très bien, voilà, la question est là, et on rajoute une consommation qui n'existait pas avant, pour dire on en aura besoin, vous voyez, de l'électricité. Donc même si on n'arrive pas à substituer, parce que le signal prix fait que certains acteurs sont peut-être un peu sur la réserve, on a des nouveaux usages qui vont permettre de consommer des électrons. Mais là, il faut toujours, à mon avis, se projeter sur la trajectoire des 30 ans. Considérons qu'on met en place cette addition. Comme c'est une consommation importante, elle va avoir une incidence évidemment au travers de la loi de l'offre et de la demande sur le prix. Le signal prix va peut-être s'améliorer et faire en sorte que certains qui voulaient aller vers l'électrification en substitution n'y étaient pas, mais ils vont y arriver. Et donc on peut aussi se retrouver à nouveau dans une situation où finalement la somme de la substitution et de l'addition devient supérieure à la trajectoire de production qu'on avait prévue, voyez-vous. Donc il faut aussi, mais tout ça, ça relève de l'ingénierie déployée par RTE, qui doit être en capacité, au travers des scénarios, des trajectoires qu'ils modélisent, de nous dire tout cela. Oui, ils ont d'ailleurs maintenant vont actualiser des raccordements prioritaires, oui. Ce que n'a pas encore Enedis. Donc c'est parce qu'il faudrait peut-être que la loi leur permette à Enedis de le faire aussi, parce que sinon c'est le premier arrivé, premier servi, et puis il y a des fausses demandes.
Et on met le pied dans la porte en se disant ça peut servir plus tard, on verra, et ça bloque les autres, etc. Donc on a des choses à faire. Sur les premières questions qui viennent de l'extérieur, après on passera la parole à l'intérieur de l'hémicycle de cette assemblée. Oui, l'hémicycle en tout cas. Pardon pour le... Le texte de la PPL du sénateur Grémillet a été rejeté à l'Assemblée nationale et on me dit, est-ce que tout était à jeter ? Première partie, mais la deuxième partie, surtout, c'est celle-là qui est plus intéressante. C'est, à votre avis, quels seraient les sujets et les avancées qui seraient à réintégrer dans la deuxième lecture ? Alors, est-ce que tout était à jeter ? Évidemment non, mais c'est la difficulté de faire des lois énormes qui vont tout couvrir. C'est-à-dire que chaque parlementaire va trouver, et chaque groupe politique des parlements va trouver des intérêts sur certains sujets et des points de crispation sur d'autres. Donc plus vous faites des textes larges, plus c'est compliqué de les faire voter, notamment dans la configuration actuelle. Alors que faut-il faire pour que cela revienne ? Eh bien il faut, alors on va le voir très rapidement, puisque ça va être la semaine prochaine, je crois, si je ne me trompe pas, il faudra que le Sénat comprenne qu'il y a un certain nombre de sujets qui ont été enlevés par l'Assemblée nationale et qu'il ne s'agit pas de les remettre. Par exemple, tout ce qui relève de la simplification. Parce que le rapporteur à l'Assemblée veut vraiment que ce soit de la programmation. Donc tous les articles de simplification avaient été supprimés. Et de protection du consommateur. C'est vrai. Voilà, même si c'est des sujets très intéressants et très importants. Voilà, donc il y a cet aspect-là. Et puis, encore une fois, c'est la proportion et l'équilibre nucléaire renouvelable qui permettra de mettre tout le monde d'accord et qui, au lieu d'avoir des votes contre, qui fera des abstentions et qui fait que le texte, à la fin, il passe, quoi. Merci, monsieur le député. La deuxième chose qui vient de m'arriver à l'instant, c'est le groupe droite républicaine a fortement contribué au rejet de la PPL Grémillet en proposant l'amendement sur le moratoire sur les énergies renouvelables électriques. Pensez-vous qu'il soit possible de trouver un compromis avec ce groupe politique par la suite et en tout cas dans la seconde lecture également ? Écoutez, bien avant Grémillet, de manière constante, chaque fois qu'il y a eu des textes en lien avec l'énergie, et parfois même au-delà, puisque quand il s'agissait de simplification de la vie économique, on a vu des amendements identiques qui étaient là pour dire il faut arrêter les énergies renouvelables. Je pense pour en discuter avec les collègues du groupe que vous évoquez, ce n'est pas tant une aversion aux énergies renouvelables, c'est un questionnement sur la surconcentration des énergies renouvelables sur certains territoires. Et donc un sentiment que finalement le partage de l'effort, il n'est pas obtenu au niveau territorial. Donc sans doute que le compromis peut se jouer là-dessus, quoi. Alors après, il faut évidemment mettre les énergies renouvelables là où il y a un potentiel de gisement permettant de les exploiter, de vent pour les éoliennes, de soleil pour les panneaux photovoltaïques. Mais je crois qu'il y a quelque chose à regarder en la matière, quoi. Oui, monsieur le député, je crois que le président et vous l'avez dit, l'électrification des usages fait quand même consensus. C'est le point commun entre le développement du nucléaire et des renouvelables. Je crois que ce n'est pas débattu. Mais malheureusement, la réalité, c'est que ça ne démarre pas. Et l'une des raisons pour lesquelles l'électrification ne démarre pas, c'est peut-être qu'elle est trop chère et donc il y a un peu des problèmes de fiscalité. Et donc, on voit bien qu'après ce débat épique sur la loi Grémillet, on va très vite entrer dans la loi de finances pour 2026, ce qui va être un autre exercice. Et ma question est la suivante. Est-ce que vous pensez que c'est un sujet ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il n'y a pas matière à réajuster la fiscalité, par exemple, entre le gaz, par hasard, et l'électricité ? Et notamment, comment votre vision de l'intégration de la grosse patate chaude qui est dans l'assiette des pouvoirs publics, c'est la transposition de l'ETS2, qui normalement devrait déjà être voté par le Parlement et qui va normalement accroître substantiellement le prix des énergies fossiles. Mais va-t-on le faire ? En définitive, derrière votre question, il y a la question du prix de l'électricité. Alors, il y a la dimension budgétaire. Il ne vous a pas échappé qu'il existe actuellement une mission d'information de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale sur le prix de l'électricité. J'ai la chance d'être l'un des co-rapporteurs avec mon collègue Maxime Lenné. Et les premières, alors c'est pas, le travail est loin d'être fini, mais les premiers constats que je l'en fais, il y en a un qui rejoint tout à fait ce que vous avez dit sur la fiscalité de l'électricité, c'est que trop souvent le prix de l'électricité est regardé sur le prix du marché et donc sur la part
dans nos factures fourniture des électrons. Mais il ne faut jamais oublier qu'on a la part acheminement et la part fiscalité avec la TVA, le montant de l'accise, le fait qu'effectivement on pourrait donner un signal plus fort à l'électricité pour dire qu'elle émet moins de CO2, etc. Donc tous ces sujets-là sont effectivement sur la table pour comprendre la mécanique du prix de l'électricité. Et puis il y a aussi un autre sujet qui va arriver très vite, au-delà de l'ETS2 et tout ce que vous avez mentionné, c'est celui de la fin de l'Arenh au 31 décembre 2025 et avec le nouveau dispositif dont un certain nombre de zones d'ombre persistent aujourd'hui pour voir en quoi, comment il va réussir à être protecteur de manière symétrique du consommateur. Et pourquoi je dis de manière symétrique, parce que c'est important pour moi, et aussi l'électricien national qui est EDF. Et c'est une question d'ailleurs qui nous a été, dans notre cycle sur la PPL Grémillet, revient régulièrement à chaque audition, député ou sénateur. Quand faudrait-il publier la PPE ? D'ici la fin de l'été, comme le souhaite la ministre de l'écologie Agnès Pannier-Runacher et de nombreux députés, indépendamment du débat parlementaire. Alors écoutez, là, ma réponse est très simple, puisque c'est la prise de parole que j'ai eue lors de l'explication de vote de la PPL Grémillet. J'ai dit noir sur blanc, je vois à peu près les mots qui étaient sur le papier au moment où j'ai prononcé ces mots-là, qui est de dire que notre groupe demande à ce que la PPE soit prise au terme du débat parlementaire. Donc après, si le gouvernement veut que ça aille plus vite, il se débrouille pour inscrire ça de manière le plus rapide possible dans notre calendrier parlementaire, parce que c'est quand même lui qui a la main en partie sur ce sujet-là. Il y a déjà beaucoup de J'ai retard. cru comprendre qu'il y avait une menace de censure si... Nous, on n'est pas sur la menace de censure. Moi, la Mais logique, d'un autre groupe. la logique que je déploie, c'est qu'à un moment donné, je reviens sur l'histoire et ce qui s'est passé, encore une fois, en 2017-2018, de manière active avec d'autres collègues, et l'une d'entre elles était Barbara Pompili. On avait réussi à faire inscrire dans la loi que nous ayons tous les 5 ans un débat parlementaire. Il n'a pas pu avoir lieu parce que la configuration politique de l'hémicycle n'était pas au rendez-vous de quelque chose qui pouvait donner les meilleurs résultats. Mais bon, écoutez, c'est comme ça, c'est la démocratie. C'est les Français qui constituent le Parlement, donc il faut savoir faire avec. Et donc je ne vois pas pourquoi on se serait battu il y a 5 ans, maintenant il y a 7 ans désormais, pour obtenir ces choses-là, ne pas l'avoir, avoir un débat, puis après on nous met une PPE, on recycle une PPL sénatoriale. Non, tout ça n'a pas de sens. Il faut qu'il y ait le débat, il faut qu'il y ait des lieux. Je me suis battu pour cela. Et à partir de là, on verra pour avoir la PPE. Ce n'est pas à nous d'être les victimes non plus d'un calendrier parlementaire où on met tout et n'importe quoi pour répondre aux urgences médiatiques. Voilà, comme ça c'est dit. Parce qu'on a aussi des lois qui passent qui ne sont pas les plus urgentes et il faudrait peut-être mettre l'énergie avant. Très bien. Non, mais simplement, après votre bataille avec Barbara Pompili, il y a eu la loi climat et résilience qui oblige à ce que la programmation... Oui. Bien que de l'autre côté, nous qui sommes une organisation d'entreprises, nos entreprises ont besoin, il y a quand même beaucoup de retard sur ces lois, la PPE et autres, d'avoir le cadre dans lequel elles vont pouvoir travailler. Alors, figurez-vous que j'ai fait 25 ans dans une entreprise avant de faire 7 ans député. Donc je vois parfaitement, que ce soit dans le domaine de l'énergie ou dans tous les autres domaines, la nécessité de la lisibilité sur le long terme pour amortir les investissements qu'on peut avoir à faire. Voilà. Donc ça, il n'y a aucun sujet là-dessus. Mais Brice Lalonde l'a dit au début, M. Grémillet a dit quelque chose de très juste, c'est-à-dire que la robustesse d'un décret n'est pas celle d'une loi, et en définitive, l'incertitude pour les entreprises est tout aussi forte entre rien et avec un décret qui n'est pas absolument la garantie que tout cela est durable. Je voulais revenir justement sur cette question de la visibilité dans le temps pour les citoyens et savoir si vous discutiez dans votre commission sur le prix donc de l'effet de Emission Trading System, donc le TS2, et en particulier de la possibilité de redistribuer aux citoyens une partie des fruits de la taxe pour avoir à la fois un prix carbone lisible sur le long terme pour les investissements des industriels, mais aussi pour les citoyens, une sorte de protection sous la forme d'un chèque climat ou d'un revenu climat qui serait directement associé au prix carbone. Très sincèrement, non. Actuellement, pourquoi ? Alors pourquoi non ? C'est pas parce qu'on ne l'a pas vu ou parce que ça ne nous intéresserait pas. C'est simplement parce que le périmètre de la mission d'information et le prix de l'électricité
et ses incidences sur la compétitivité des acteurs économiques. Donc vous voyez, on est vraiment sur la sphère économique et sur les finances de l'État. Alors via les finances de l'État, effectivement, il y a des considérations et des liens qui se font avec les consommateurs citoyens d'électricité. On ne l'a pas sur le tapis parce que c'est le versement nucléaire unique en remplacement de l'Arenh, c'est la fiscalité, c'est les contrats offerts par EDF aux électro-intensifs notamment. Vous savez, les contrats avec de plus ou moins long terme, il y en a plusieurs types. Voilà. Mais en tout cas, je prends bien cette info-là au passage et j'en parlerai à mon co-rapporteur pour savoir comment on peut, à minima, évoquer la question, peut-être ouvrir la porte vers une autre mission, en tout cas ne pas l'oublier, quoi. Donc ça, je le note et je vous remercie pour cela, pour la question au passage, parce que ça évite de l'oublier complètement, quoi. Alors sur le sujet de la redistribution, il y avait quand même une petite porte d'entrée qui était apparue, c'est celle des prix négatifs de l'électricité. Ouais. Mais en définitive, à force de fouiller la question, on se rend compte que le prix négatif de l'électricité joue moins sur la capacité qu'il a à influer le prix payé par le consommateur que sur les risques que cela comporte pour l'équilibrage du réseau à un moment donné où les prix sont négatifs. Voilà, c'est... Sans livrer de conclusion de notre mission, c'est la tendance qui commence à apparaître lorsqu'on évoque ce sujet-là. Mais sur ETS2, je le note. Merci. Non, mais sur les prix négatifs, il y a quand même c'est quand même une question qui n'est pas secondaire, parce que ça ne se réduit pas. Et il y a aussi peut-être certains acteurs qui ont intérêt aux prix négatifs, c'est-à-dire ne pas réduire la production au moment où ça arrive, etc. Donc, il y a toute une mécanique derrière les prix négatifs, à mon avis, qu'il faudrait peut-être explorer quand même un petit peu. Il y a des gens qui ont intérêt à ce qu'il y ait un prix négatif plutôt que d'éteindre leur machine, ou etc. Enfin bon, c'est assez curieux, quoi, tout ça. Et il y a des gens qui disent, mais c'est parfaitement normal, les prix négatifs, ça veut dire que le marché fonctionne très bien. Je voudrais revenir sur une question centrale. Vous l'avez dit, hein, le signal prix, c'est sans doute la clé de voûte de l'électrification et donc des transferts d'usage. On a parlé du niveau du prix et notamment des taxes. Je pense que le niveau du prix est très important. La compétitivité du prix de l'électricité est important pour ce transfert d'usage. Mais la stabilité et la prévisibilité du prix, c'est également très important pour ceux qui veulent investir, hein, que ce soit d'ailleurs des industriels ou des consommateurs résidentiels, dans des nouveaux process qui permettent les transferts d'usage. Or, aujourd'hui, le post-Arenh fait très très peur à l'ensemble des consommateurs. Moi, je ne connais pas un seul consommateur qui se soit satisfait de ce qu'on nous propose en matière de post-Arenh, parce que ça veut dire quoi le post-Arenh? C'est qu'en fait on met tout le monde sur le marché, avec l'instabilité qu'on connaît sur les prix de marché, et on leur dit, rassurez-vous, si le marché s'emballe, on va mettre en place un versement nucléaire universel qu'on a évoqué, qui permettra de vous protéger a posteriori. Oui mais non, parce qu'en fait ça ne marche pas, et une manière simple de le démontrer, c'est que vous appliquez ce versement nucléaire universel à la crise, la plus grande crise qu'on ait connue sur l'électricité, c'est-à-dire la crise 2022, il y aurait eu 0 de versement nucléaire universel. Pourquoi? Parce qu'il y aurait eu 0 de surrente nucléaire. Et c'est même l'inverse, hein. EDF a perdu 29 milliards d'euros en 2022, donc il n'y aurait évidemment pas eu de rente nucléaire, donc pas de versement nucléaire universel, donc aucune protection des consommateurs. Alors l'Arenh, malgré tous les défauts qu'il avait, a quand même protégé les consommateurs à environ 50% de leur facture en 2022. Donc le mécanisme, il est évidemment défavorable aux consommateurs. Alors est-ce qu'il est favorable à EDF? Ça, j'en sais rien, je ne le pense pas, moi, parce que si les prix de marché s'effondrent, EDF n'est même pas protégé. Alors, le principal défaut de l'Arenh, c'est effectivement, vous l'avez cité implicitement, c'était l'asymétrie de l'Arenh. EDF n'était pas protégé. Il ne le sera pas non plus avec le nouveau mécanisme. Ce nouveau mécanisme, il est manifestement mauvais. Tout le monde le reconnaît, les consommateurs et beaucoup d'entités également et d'organisations. Moi, ce qui m'étonne, c'est... Alors, je ne sais pas pourquoi ce mécanisme fait l'objet d'un accord entre EDF et l'État, le gouvernement de l'époque. Je m'étonne de voir que le Parlement ne prend pas en main le sujet, compte tenu de l'ensemble des affirmations qui ont été présentées par les consommateurs. Je pense qu'il est grand temps de revenir dessus. Pourquoi? Parce que en parallèle de ça, la France avait obtenu, avant cet accord-là, un contrat pour différence, un CFD, sur le nucléaire ancien. Le CFD, contrat pour différence, c'est en fait un Arenh symétrique. Hein, et donc, ça permettait de résoudre le principal problème de l'Arenh pour EDF. On l'a obtenu de Bruxelles, ce qui n'était pas évident. Et aujourd'hui, on est en train de mettre en place quelque chose qui ne fonctionne pas. Je crois, de mon point de vue, qu'il est très urgent de le mettre en place. Pourquoi? Parce que le meilleur moment pour mettre en place un contrat pour différence, c'est quand le prix de gros équivalent correspond à peu près au prix qu'on veut avoir pour ce contrat pour différence. Pourquoi? Parce que dans les jours qui viennent,
soit le prix gros s'effondre, EDF va se retrouver en situation très inconfortable. Le jour où on va aller voir Bruxelles pour négocier ce contrat pour différence, bah, évidemment, tous les autres producteurs d'électricité européens vont dire bah non, c'est une aide d'État inacceptable pour EDF. À l'inverse, si les prix de gros réexplosent comme en 2022, là, c'est les autres consommateurs d'électricité européens qui vont dire non, c'est une trop forte aide d'État pour les consommateurs industriels français. Donc, s'il y a bien un moment pour le faire, c'est maintenant. Donc moi, je vous encourage à le faire, vous l'avez compris, mais ce que j'aimerais, c'est comprendre pourquoi est-ce que le Parlement ne s'est pas du tout saisi du sujet. Alors, ça concerne l'Assemblée nationale, mais j'ai envie de dire encore plus le Sénat, parce que le Sénat a fait un rapport sénatorial en 2024 sur ce sujet-là, en dénonçant très vertement le post-ARENH. Alors si, nous sommes appropriés le sujet, notamment au travers de cette mission d'information que je vous évoquais de la Commission des affaires économiques, puisque c'est une des questions principales qui est posée à l'ensemble des acteurs de l'écosystème que nous auditionnons. Et je vous partage l'idée et le constat qu'aujourd'hui, il y a peu de démonstration de la pertinence du mécanisme VNU en remplacement de l'ARENH. Voilà, donc tout ça sera dans le rapport que nous remettrons à l'horizon du mois de septembre, avec le constat, la conclusion et la synthèse de ce que nous aurons dit les différents interlocuteurs que nous aurons eus sur le sujet. Voilà, mais il nous reste encore quelques interlocuteurs majeurs à voir sur le sujet, et en particulier ceux qui ont signé ce nouveau mécanisme. Mais on s'est bien approprié le sujet. Voilà. Donc la prise de conscience et l'action est en cours. Voilà. Et on verra comment le rapport, après, va se traduire par la suite. Oui, bonjour Monsieur le député, Antoine-Marie Bettenot, de la direction des affaires publiques d'Orano. J'aimerais revenir sur l'articulation entre la PPE 3 et la PPL de Daniel Gremillet. On comprend des arbitrages, en tout cas des négociations du gouvernement avec les sénateurs, que le gouvernement aimerait réintroduire au Sénat l'article 3 sur le nucléaire et l'article 5 sur les énergies renouvelables tels qu'ils ont été votés à l'Assemblée nationale, pour espérer aboutir à une sorte de vote conforme, en tout cas sur ces deux articles, desquels serait prise la PPE 3, malgré le fait que l'Assemblée ne se soit pas prononcée en deuxième lecture. Quelle serait votre position, la position du groupe Les Démocrates, si la PPE 3 était prise par décret avant que le texte ne soit adopté à l'Assemblée en deuxième lecture? Et est-ce que quelles seraient finalement vos marges de manœuvre pour que le texte soit effectivement examiné en deuxième lecture à l'Assemblée nationale avant 2027? On sait que le temps, en tout cas que le travail au Parlement, en tout cas que les possibilités d'examen de texte seront quand même considérablement réduites à partir de 2026. Alors, n'oublions jamais tout ce qui a été dit. Moi, je fais beaucoup de références au passé pour voir qu'est-ce qui a été fait à l'époque, qu'est-ce qui a évolué depuis, pourquoi on en est là, qu'est-ce qui a été dit. Si nous en sommes dans cette séquence-là, c'est parce que justement, régler la programmation pluriannuelle de l'énergie en France via un décret ne passait pas au niveau du Parlement. Donc il fallait réintroduire un débat parce que c'était aussi dans la loi. Et pour cela, donc, c'est la PPL Gremillet qui était le texte le plus récent, qui avait été voté il y a 1 an au Sénat, qui était sur la table et qui n'était pas encore venu à l'Assemblée nationale. Et si vous écoutez les propos à la fois du Premier ministre et du ministre de l'Industrie et de l'Énergie lors de 2 séquences, la première, c'est le débat article 50-1 de la Constitution sur la stratégie énergétique de la France. Excusez-moi, j'ai oublié la date, mais on est début du mois de mai ou fin avril, je ne sais plus exactement. Et puis l'ouverture des débats en séance publique sur la PPL Gremillet à l'Assemblée nationale. Dans les 2 cas, il a été dit que cette PPE permettait d'amender excusez-moi, cette PPL, moi aussi PPL et PPE au bout d'un moment, on va l'appeler Gremillet, la proposition de loi Gremillet permettait d'amender ce qui aurait été écrit dans la PPE. Oui, ça permettait de faire le lien du débat qu'on n'avait pas et de l'écriture qu'on pouvait avoir. Donc le lien, il est là. En revanche, maintenant, comment cela va s'inscrire dans un calendrier, ça y est, c'est déjà reparti. Encore une fois, je vous le redis, on a trop l'habitude désormais des procédures accélérées, parce qu'on n'avait plus que ça depuis 5-6 ans. Et il ne faut pas oublier qu'il y a une autre procédure, qui est la procédure classique, qui fait que la navette parlementaire se joue à plein, c'est-à-dire Sénat-Assemblée, CMP. On est dans cette configuration-là. Donc là, aujourd'hui, il n'y a pas de texte Assemblée, il y a un texte Sénat. À eux de le regarder. Ils voudraient réintroduire l'article 3 et l'article 5, mais il existait déjà.
Il y avait déjà un article 3 sur le nucléaire, un article 5 sur les énergies renouvelables. Par chance, c'est un article 5 bis ou après 5 qui avait fait le moratoire, parce que sinon, c'est pour introduire le moratoire, ça va un peu coincer après quand ça va revenir chez nous. Donc ça va avoir lieu. De mon point de vue, ça peut être assez rapide, parce que le texte du Sénat va revenir au Sénat dans l'état où il était sorti du Sénat. Donc ils vont tenir compte de ce qui s'est passé à l'Assemblée pour le faire évoluer. Après, ça revient chez nous. Et on a déjà ça dans la perspective qui est au mois de septembre, à la reprise de la session de septembre. Et puis, si je puis juste rajouter, c'est la PPE que je critiquais, hein, pas la PPL de Grémy. C'est la PPE. Et si jamais le gouvernement décide par décret d'adopter la PPE, il va adopter quoi? Il va adopter un gros brouillon, quoi. C'est comme si vous regardez comment c'est écrit ce truc-là, avec des chiffres contradictoires. Comment voulez-vous que ce soit adopté par décret? Il adopte un rapport. Hein, un rapport. Et après, ça ne met pas en route une programmation sérieuse de l'énergie, quoi. Bon, voilà. Bien, nous reprenons les questions en alternance avec nos amis qui sont à l'extérieur, à distance. Au niveau européen, des initiatives sont également en cours pour poursuivre la trajectoire de transition énergétique vers 2040 et pour simplifier le cadre administratif. Comment les travaux au niveau national sont-ils articulés ou coordonnés avec ces projets européens, monsieur le député? Bonne question. Sans doute au travers des relations qu'on peut avoir avec nos collègues eurodéputés, sans doute lors des auditions qui préparent les textes de loi, les missions d'information. Parmi ceux qui sont auditionnés, il y a toute une série d'acteurs qui sont parfaitement au courant de ce qui se passe et de ces trajectoires et de ces travaux européens et qui font que ça vient implicitement nourrir les réflexions qui sont les nôtres ici au niveau national. Bien. Hervé Rivoilin, directeur régional du groupe EDF en Pays de la Loire. Ma question elle porte plus sur, projetons-nous, imaginons qu'effectivement nous avons un texte de PPE. Si je comprends bien, le dispositif prévoit finalement, après une consultation des régions, lesquelles doivent s'exprimer sur différents objectifs de la PPE, de mémoire la chaleur renouvelable, le gaz renouvelable et les énergies renouvelables, dans un exercice un petit peu top-down et puis remonté. Quel regard portez-vous sur ce mécanisme et sera-t-il une étape supplémentaire après une difficulté déjà à faire adopter une PPE? J'y trouve l'avantage, c'est que ce sont les acteurs de terrain au plus près des enjeux des territoires qui ne sont pas les mêmes lorsqu'on est en région Pays de Loire que lorsqu'on est en PACA et encore différemment dans le nord de la France. Donc tout cela peut avoir un intérêt. Après, il y a une vraie complexité à réaliser l'exercice parce qu'il va falloir tout remettre, tout faire converger. Et on sait qu'il peut y avoir une vision régionale qui n'est pas conforme après lorsqu'on va l'additionner à la région voisine et lorsqu'on va additionner toutes les régions. Donc sur le principe, c'est plutôt intéressant de procéder de cette façon-là, parce que ça veut dire que ce qu'on va définir va bien être le fait d'une interrogation et d'un questionnement au plus près des territoires qui vont produire ces énergies. En revanche, je n'ai pas l'impression que ce soit la méthode la plus agile, la plus souple et la plus rapide qu'on puisse mettre en place. Mais si on n'avait pas ça, et si la doctrine était d'imposer aux régions un certain nombre d'objectifs, peut-être que la question aurait été, vous auriez eu aussi une question, mais tournée autrement. Voilà, c'est toute la difficulté et l'art de savoir conjuguer les visions territoriales avec la vision nationale et derrière avec le lien avec l'Europe. Tout ça dans un contexte international. Le monde n'est pas simple. Monsieur le député, bonjour. Florent Jour d'EDF. Je reviens sur les navettes et avec deux hypothèses un peu provocatrices. Vous appelez du coup à une solution équilibrée, on l'a dit tout à l'heure. Si par hasard sortait du Sénat justement cette position équilibrée et qui puisse satisfaire grosso modo les grandes lignes, est-ce qu'il y a un monde dans lequel l'Assemblée nationale pourrait aller chercher le conforme par rapport à une version du Sénat? Ça, c'est la première hypothèse. Et la deuxième hypothèse, c'est à contrario, si on s'engage dans un principe de navette irrémédiablement éternelle entre l'Assemblée nationale et le Sénat et qu'on n'en sort pas et qu'on retrouve en deuxième lecture ou en troisième lecture le même débat qu'on a eu en première, est-ce qu'il y a un moment où on enterre cette PPL? Alors, il n'y a pas de cycle infini en la matière, ça veut dire qu'il y a deux lectures et que le Sénat, ça va revenir à l'Assemblée
et après, c'est l'Assemblée qui a le dernier mot. Donc ça veut dire que le prochain passage à l'Assemblée sera le dernier. Est-ce qu'il y a un monde où l'évolution du Sénat, puisque ça a commencé Sénat, donc Sénat, Assemblée, oui, Sénat, Assemblée. Mais ça ne s'arrête pas à 2 allers-retours. Ah si. Si, de mémoire. Si, Je croyais qu'il peut y en avoir un troisième, non? Après, c'est nous qui avons le dernier mot sur la deuxième lecture. Oui. Oui, ils peuvent remettre une troisième lecture, mais bon, Voilà. à un moment donné, vous avez aussi dit. C'est ce que je J'ai pensais. entendu ce que vous avez Merci, dit sur la oui, oui. lisibilité, sur la visibilité sur long terme, la nécessité d'aller vite pour les investissements, etc. Donc je ferai partie de ceux qui disent on ne va pas faire 3, 4, 5 ou 6 lectures, donc il y en aura 2. Y a-t-il un monde où tout cela peut s'arranger au travers de ce que ferait le Sénat pour un vote conforme? Moi, je peux vous en parler de ce monde-là pour le groupe démocrate. Évidemment, on le défendra. Mais après, je ne suis pas ni orateur, ni membre d'autres groupes beaucoup plus aux extrémités de notre hémicycle. Et là, c'est à eux qu'il faut poser la question. C'est direct. Bien, une question de nos amis à l'extérieur. Et là, c'est vraiment très précis. L'article 9 de la PPL Grémillet, je dis bien la PPL Grémillet, traitait de la rénovation énergétique des logements en pleine annonce de la suspension du parcours MaPrimeRénov'. De notre compréhension, l'objectif de rénovation proposé dans la PPL était très ambitieux, avec 900 000 rénovations d'ampleur par an visées à partir de 2030. Pensez-vous que cet objectif soit réellement réaliste en cette période de disette budgétaire? Est-il souhaitable d'intégrer un objectif propre à la rénovation sur un texte traitant principalement de la production d'énergie? Est-ce qu'on sait qui a posé la question? Parce que ça m'aiderait dans la réponse. Oui, ils m'ont pas mis le nom. Bon, en tout cas. Comme j'ai les questions qui me viennent de Non, mais l'extérieur, je je sais, peux m'excuser. je vais me débrouiller en imaginant qui pourrait poser cette question-là. Alors, c'est intéressant parce que je trouve que ça confirme ce que je vous disais tout à l'heure d'une difficulté intellectuelle. Ça vient du bâtiment. Hein. Oui, je pense. Une difficulté intellectuelle qui est la suivante, c'est-à-dire de raisonner sur les décennies à venir dans un contexte budgétaire contraint aujourd'hui. Imaginons que ce soit l'inverse, qu'aujourd'hui nous ayons des capacités Découvre de un financement gisement d'hydrogène pléthoriques. natif. On n'aurait évidemment pas le même raisonnement. On pourrait se dire, on va pouvoir aller rénover 1 million de logements par an, on va pouvoir aller mettre tant d'éoliens, etc. Ce n'est pas le cas. Et il ne faut pas que les décisions que l'on prend aujourd'hui, en raison de contraintes budgétaires qui peuvent, et elles vont s'améliorer, parce que c'est bien l'objectif du budget, que ces contraintes ne perdurent pas éternellement. Donc il ne faut pas, si vous voulez, se mettre des difficultés sur l'avenir par rapport à un contexte actuel. Donc ça, il y a un peu de ça dans la question que vous venez de nous lire. Alors après qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il faut aussi bien comprendre la séquence en question. La séquence en question, c'est de dire, il y a un sujet avec MaPrimeRénov'. Il y a certes un sujet budgétaire, mais il y avait un autre sujet qui, moi, me tient énormément à cœur, c'est celui du détournement de l'argent public par toutes les entreprises qui vont frauder MaPrimeRénov'. Et j'en suis le témoin direct au travers des nombreuses remontées que j'ai eues d'habitants et de citoyens de la circonscription que je représente, qui m'ont fait venir chez eux constater les difficultés et les travaux qui avaient été réalisés. Pour vous donner un exemple, d'une pompe à chaleur posée sur palette dans le jardin, ou d'une pompe à chaleur mise dans la cave. Et tout cela avec des entreprises qui avaient disparu, avec dans certains cas, pour le particulier qui avait fait ces travaux, la capacité qu'il a eu à avoir l'aide, ce qui peut paraître très surprenant, parce que ce n'est pas conforme donc, à ce qu'il faut faire. Et des fois, il n'a pas eu l'aide, et puis des fois, il a eu des prêts qui étaient, on va dire, de l'ordre du raisonnable, alors que dans d'autres cas, il s'est fait aussi avoir par un organisme de prêt qui lui a mis un taux d'intérêt incroyable. Donc on avait vraiment un sujet là-dessus, et qui pour moi est essentiel, parce que ça veut dire que c'est du détournement d'argent public, toutes ces fraudes-là. Donc il fallait le réguler. Et le fait d'arrêter le dispositif fait que tous ces gens qui font actuellement de la fraude à MaPrimeRénov' n'ont plus matière à le faire, puisqu'il n'y a plus de MaPrimeRénov'. Bon, il ne faut pas s'arrêter là. Ensuite, il y avait un autre sujet, c'est que le succès de MaPrimeRénov' qui fait qu'aujourd'hui, autre témoignage du terrain, beaucoup de personnes disaient c'est long, c'est compliqué, on n'y arrive pas, on n'a pas les réponses, etc. Ça, c'est parce que le système était complètement engorgé. Donc moi, j'ai lu dans cette
dans cette pause. Évidemment, la logique budgétaire, mais j'y ai lu aussi une espèce de respiration qui était faite pour supprimer la fraude et pour permettre de résorber le stock de dossiers qui n'arrivaient plus à avancer pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. Mais je sais qu'on repartira sur ces bases-là avec ma prime rénov révisée, avec un autre dispositif. J'en ai notamment, on en a déjà discuté avec les acteurs du bâtiment, CAPEB et autres sur les territoires. C'est nécessaire, puisque de toute façon, c'est les objectifs qu'on s'est fixés. Alors après, effectivement, on peut revenir sur le montant de ces objectifs qu'on s'est fixés, 300 000, 900 000 ou autres, mais en tout cas, ils sont dans la loi. Et puis, ils sont absolument nécessaires pour la lutte contre la dérive climatique. Alors, monsieur le député, j'entends bien ce que vous nous répondez, mais là, j'interviens à titre personnel, dans le sens que chez Équilibre des énergies, nous avons beaucoup d'entreprises du bâtiment, oui, bien évidemment, mais aussi du thermique, et on a tous les installateurs, effectivement, qui ont eu des labels pour pouvoir exercer à de très hauts niveaux de qualification. Et moi, ce que j'entendais, en tout cas du terrain, c'est qu'on a surchargé d'administratifs, de contrôle, de vérification, et mettre même tellement, je veux dire, de nouveaux services avec de nouveaux collaborateurs pour monter les dossiers qui devenaient tellement complexes. Alors, où est le problème? Plus à la fraude ou plus au contrôle? Malgré tous ces contrôles, on a eu des fraudes. C'est ça qui est quand même paradoxal, voyez-vous. Et que je pense que s'il n'y avait eu aucun contrôle... et puis les contrôles sont nécessaires aussi, parce qu'il s'agit d'argent public prélevé sur ceux qui contribuent à l'impôt pour une redistribution vers des personnes qui auraient du mal à faire leur rénovation énergétique sans ces aides publiques. Donc tout cela nécessite que ce soit bien fait, parce que la fraude aurait pu être de pouvoir flécher l'argent vers des ménages qui avaient les moyens de faire leur rénovation sans nécessairement aller recourir à l'aide publique. Voilà, donc moi je pense que le contrôle... Alors il aurait peut-être fallu faire les choses différemment. C'est plutôt l'état d'esprit dans lequel je suis, c'est-à-dire d'alléger, parce que je suis très fan de la simplification, d'alléger et de faire des contrôles qui tombent. Et alors quand le contrôle tombe et qu'il y a eu une fraude, que ce soit assez redoutable pour celui qui a fraudé parce qu'il avait utilisé l'aide alors qu'il n'y avait pas le droit du point de vue du revenu fiscal de référence, ou parce que c'est une entreprise qui a fraudé la qualité des travaux, la réalisation de ces travaux-là. Mais ça, c'est pas évident, parce que figurez-vous qu'avec la CAPEB Maine-et-Loire, depuis maintenant 5 ans, on essaie d'en attraper un. Et j'essaie de les faire venir à mon domicile quand ils appellent, alors que vous savez que la loi interdit à ce qu'on appelle les particuliers pour leur vendre des travaux énergétiques. Il y a toujours un moment où ils détectent qu'il y a un sujet, et je ne les ai jamais vus arriver jusqu'à chez moi pour au moins en attraper un qui aurait pu faire l'exemple. Non, je parlais par exemple au nom des... C'était aussi, il y avait une espèce de surenchère à la rénovation globale d'ampleur complète, ce qui augmente les coûts de manière énorme. Et heureusement, le gouvernement a pris la décision d'autoriser toujours, et même maintenant ça continue, la prime rénov pour les gestes simples. On peut toujours changer sa chaudière, on peut toujours isoler les combles ou changer les fenêtres. C'est la rénovation d'ampleur à 70 000 €. Je sais pas. Alors c'est celle-là, évidemment, où tout le monde s'est engouffré, tous les fraudeurs se sont engouffrés. Il y avait une époque, vous vous en souvenez toutes et tous, où c'était un dispositif fiscal beaucoup plus simple. Vous aviez un droit à un crédit d'impôt qui pouvait être étalé sur plusieurs années, où le particulier décidait une année de faire les fenêtres, suivant le moyen de chauffage, etc. Mais en faisant cela, évidemment, on s'adressait qu'à ceux qui payent des impôts, on fléchait davantage ceux qui payaient les impôts, alors qu'on sait que les passoires énergétiques, la précarité énergétique concernent aussi ceux qui sont le moins en lien avec ces démarches fiscales. Merci, monsieur le député. Une autre question. Bonjour, je suis Fanny Pointet de Transport et Environnement. Nous sommes un groupe de réflexion sur la décarbonation des transports. Donc, vous avez parlé de la PPL, de la PPE qui fixe les grands principes, on va dire. Il y a aussi un certain nombre de politiques annexes qui ne sont pas sans importance et qui sont quand même liées à ces exercices de programmation. Je pense notamment à la question des carburants, qui sont quand même la colonne vertébrale de notre économie. Et il y a un texte qui est lyrique. Bon, on rentre dans la technicité, mais qui fixe en fait les objectifs de mise sur le marché des carburants alternatifs, biocarburants, hydrogène, carburants synthétiques, et qui sont forcément dépendants des bouclages biomasse, électricité qu'on va retrouver dans la PPE. Donc c'est simplement
pour attirer votre attention aussi sur tous ces textes qui sont en discussion, qui sont en cours d'élaboration par l'administration, qui vont faire l'objet de décrets, qui devraient faire l'objet aussi d'une loi d'adoption. Notre crainte, c'est que ces textes en fait, soient mis sur pause en raison d'un blocage politique au niveau parlementaire et gouvernemental sur se mettre d'accord sur ces fameux grands principes. Voilà, donc c'était aussi pour attirer votre attention sur ces sujets qui quand même sont extrêmement complexes, sont très, très, très techniques. Et donc notre crainte, c'est que tout soit balayé un petit peu très rapidement à cause de désaccords politiques sur les sources électriques. C'est bien pris, merci. Oui, donc il n'y avait pas de question, c'était juste une position. En vous écoutant, alors, je vais tout à fait être sincère avec vous. La question du transport et des carburants relève de la commission du développement durable et pas de la commission des affaires économiques. Donc c'est des sujets que nous voyons beaucoup moins. Je préfère vous le dire. Plutôt que inviter Sandrine. Pour m'éviter de rentrer dans des considérations que je connais beaucoup moins parce qu'on n'a pas les auditions des personnes compétentes sur le sujet ou les missions d'information et donc leur restitution. Mais en tout cas, ce que je lis encore une fois dans vos propos, au-delà du fait qu'il y a un risque politique en termes de vote, parce qu'il y a des désaccords sur les objectifs à atteindre, je lis encore une fois, comme on l'a lu dans ma prime rénov', comme on l'a lu dans le soutien aux énergies renouvelables, le fait qu'aujourd'hui, tous ces dispositifs-là font l'objet de soutien public, donc d'argent qui va dans le développement de certains carburants alternatifs en soutien, qui vont en soutien des énergies renouvelables, qui vont en soutien de la rénovation du bâti. Et comme nous sommes dans une contrainte budgétaire forte, on sait qu'on ne peut plus mettre l'argent partout, et ce qui est une erreur de raisonner la chose de cette façon-là, parce que ce qu'on raisonne, c'est aussi sur les 30 ans à venir, et donc on se bloque aujourd'hui par rapport à des choses qu'il faudrait regarder sur le long terme, avec des exigences budgétaires qui, je le souhaite, ne seront pas les mêmes sur l'ensemble de la période qu'on doit regarder sur cette trajectoire-là. Et donc ça, pour moi, c'est véritablement, je trouve, quelque chose, je suis navré de le redire pour la 3e fois, mais dans le raisonnement et dans l'analyse et l'observation des débats, je trouve que c'est assez régulier, qu'on se bloque aujourd'hui, parce qu'on voit qu'on n'a plus l'argent, mais pour autant, il faudrait regarder ça sur le long terme, parce que les bénéfices que ça va apporter en termes de souveraineté, les bénéfices que ça va apporter en matière de développement de nouvelles industries, en matière de limitation des émissions de CO2, nécessitent d'aller au-delà de la simple considération budgétaire du budget 2025 ou du budget 2026. Et en ce qui concerne les carburants, pour suivre votre raisonnement, ne jamais oublier le futur, eh bien, en principe, les véhicules thermiques ne seront plus... Alors justement, alors c'est cette question. C'est très intéressant. J'ai souvenir, je ne citerai pas en disant que c'est un ministre, déjà ça flèche un peu, mais j'avais questionné un ministre sur le sujet, on est en 2018-2019, quelque chose comme ça, en lui disant, monsieur le ministre, quelle est la vision du gouvernement sur le fait qu'aujourd'hui on électrifie la mobilité, notamment les véhicules des particuliers, et on sait que chaque kilomètre parcouru par un véhicule particulier électrique ne va pas avoir le même rendement fiscal que le même véhicule thermique au travers des taxes qui sont collectées par l'État. Voilà, donc ça, la question, je l'avais posée en 2018-2019, en toute sincérité par rapport à ce que j'ai vu, mais j'ai peut-être manqué des informations, j'ai pas l'impression que ce soit véritablement sur la table et que la question soit très organisée pour y trouver la meilleure réponse. Et ce que je crains, c'est que le jour où on a une obligation et que la bascule s'est opérée et qu'on se rend compte qu'on n'a plus le même rendement, on va tout de suite augmenter une taxe. Et qu'est-ce qui va se passer ? On va avoir des Français qui vont nous dire, comme ils nous ont dit sur le diesel, nous m'a fait acheter des diesels parce que c'était moins cher, maintenant c'est plus cher. On m'a fait acheter des véhicules électriques parce que c'était moins cher, et maintenant ça revient aussi cher que si je roulais avec du carburant. Donc on a une absence totale de lisibilité sur la politique publique sur le long terme. Ouais, c'est une bonne question. C'est sûr que Bercy touche pas mal d'argent grâce à la taxe, grâce à la fiscalité des carburants fossiles. Et Bercy doit s'inquiéter de la progression. Monsieur le député, je vais revenir à votre propos liminaire au début de notre séance. Et vous avez soulevé et vous avez évoqué l'adaptation forte des réseaux. Quelles est, à votre avis, les mesures législatives qui seraient bien de mettre en place
pour atteindre ce niveau d'adaptation? Alors là, vous me lancez une perche sur un de mes sujets favoris. Je ne sais pas si vous l'aviez identifié, mais je suis un fervent défenseur du casse-facé. Alors c'est un peu technique, il y en a certains dans la salle qui connaissent le casse-facé. De quoi s'agit-il? C'est du compte d'affectation spéciale sur l'électrification en milieu rural. Alors facé ne veut pas dire ça, mais j'oublie à chaque fois ce que veut dire l'acronyme FACE. En tout cas, de quoi s'agit-il? Il s'agit de 370 millions d'euros qui sont évoqués chaque année au budget, qui nécessiteraient d'être adossés à une inflation, parce qu'ils sont en euros constants depuis une bonne décennie, et qui servent à la maîtrise d'ouvrages sur les territoires pour l'amélioration des réseaux électriques. Donc on est bien sur l'électrification rurale, c'est-à-dire qu'on va aller étendre des réseaux, on va aller enfouir des réseaux, on va aller mettre des bornes de recharge, qu'on avait fait évoluer le périmètre de ce qui pouvait être financé par le casse-facé. Et tout ça relève aussi d'une logique qui, de mon point de vue, est très riche et très intéressante. C'est-à-dire qu'après chaque élection municipale, le préfet détermine les communes qui sont en maîtrise d'ouvrage Enedis et les communes qui sont en maîtrise d'ouvrage AODE, autorité. Les syndicats d'énergie sont plus connus sous ce nom-là, donc c'est sur le territoire. Et lorsqu'on est en maîtrise d'ouvrage syndicat d'énergie, on bénéficie des fonds du casse-facé. Donc tout cela présente aussi un autre avantage, c'est un exercice de démocratie locale au travers de l'énergie. Ça veut dire que votre correspondant sur un territoire où la maîtrise d'ouvrage est celle du syndicat d'énergie, c'est un élu local qui est représenté au syndicat et qui donc peut aller prêcher la bonne parole sur tous ces sujets énergétiques que nous avons traités depuis le début de notre séquence. Alors que lorsqu'on est sur Enedis, des grands professionnels du réseau, n'oublions pas qu'ils gèrent le réseau pour le compte des collectivités, parce que le réseau, alors là, je suis sur le réseau le plus proche du citoyen, le réseau Enedis, je ne suis pas sur celui de RTE. Donc tout cela a beaucoup de sens, et malheureusement, chaque année, il y a des tentatives de Bercy de récupérer la main sur les 370 millions d'euros. Je les vois depuis 7 ans, sous des arguments divers et variés. En tout cas, voilà. Donc moi, ce qui me vient en tête quand vous me posez cette question-là, c'est d'ores et déjà aller maintenir le casse-facé, lui mettre de l'inflation pour que sur les territoires ruraux, on ait les meilleurs réseaux électriques et qu'il y ait un partage intelligent de la maîtrise d'ouvrage entre Enedis et les syndicats d'énergie. C'est très clair. Merci, monsieur le député. Alors, on arrive au temps qui nous était imparti pour cet atelier débat. En revanche, pendant les quelques jours avant cet atelier débat où nous avons avec l'équipe préparé un petit peu pour prévenir votre personnalité, nous avions listé 3 questions. 2, vous y avez répondu entre notre président Brice Lalonde et vous-même, qui est l'état de la situation de notre Assemblée. Et dans cet état-là, est-ce qu'on va pouvoir avancer compte tenu de la complexité des partis et pas de majorité. Et la deuxième chose, c'était la possibilité, effectivement, du mode de fonctionnement et l'adoption des amendements. La troisième chose que nous avions notée également, et ça je la reprends parce qu'elle est je la trouve intéressante, la transition énergétique passe également par le soutien au déploiement des technologies de transition. Beaucoup dans les questions soulevaient qu'effectivement on est dans un univers technique et où l'innovation est importante. Est-ce que ces technologies de transition auprès du consommateur final, pensez-vous que la France fasse suffisamment à cet égard de soutien à cette innovation? Alors, est-ce qu'elle fait assez Je ne vais pas avoir la prétention de vous donner une réponse précise, que ça nécessiterait d'avoir un inventaire de tout ce qui est fait et de regarder si c'est effectivement efficace et efficient. En revanche, je répondrai à la question sous un autre angle, c'est que les Français y adhèrent. Souvenez-vous de l'épisode corrosion sous contrainte et du fameux EcoWatt et de toute la communication qui avait été mise en place. EcoWatt, si je ne me trompe pas, c'était RTE. Oui, toute la communication qui avait été mise en place pour dire attention, soyez très vigilants parce qu'on est en risque possible de rupture d'électricité sur la période hivernale, au moment où il y avait les consommations de pointe. Et on a vu que le téléchargement de l'application avait été très fort. On a vu que c'était suivi d'effet, puisqu'il n'y a pas eu de risque de coupure avéré. Et on a vu aussi que ça a modifié considérablement le comportement de nos concitoyens, puisque finalement, ça leur a appris 2 choses. C'est que brancher une prise, appuyer sur un interrupteur, ce n'était pas un geste si anodin que cela, et que dans période compliquée, ça avait un impact sur ce qu'ils avaient à payer, et donc sur leur pouvoir d'achat. Et c'est peut-être ça aussi qui joue aujourd'hui
sur une vision un peu différente de ce qu'elle était à une autre époque, de la capacité qu'on a à électrifier de tous les usages. Merci, monsieur le député. Eh bien, nous arrivons au terme de cet atelier débat. La conclusion sera faite, bien évidemment, par notre président Brice Lalonde. Et par monsieur le député, s'il le souhaite. Hein. Alors, moi, je retiens deux choses. La première chose, c'est vous êtes prêt, monsieur le député, peut-être avec le rapporteur Armand, à travailler, à élaborer, peut-être avec monsieur Grémier, une proposition, une espèce de compromis, voilà, qui permettrait ensuite à l'Assemblée nationale d'adopter un texte, ce qui serait vraiment de nature à rassurer tout le monde. Donc ça, c'est le premier point. Est-ce que ça peut s'annoncer, ça, que vous êtes prêt à faire ça? Est-ce que vous pourrez presque convoquer ces personnes-là quelque part pour que les choses avancent? Ça, c'est le premier point, donc vous allez peut-être pouvoir le dire. Et le deuxième point, c'est plus grave, c'est plus compliqué. Ça, c'est un problème personnel, c'est la situation de l'Europe. L'Europe, en ce moment, les rapports disent que nous perdons du terrain par rapport aux États-Unis et par rapport à la Chine. Donc nous avons des rapports, nous avons le rapport Draghi, et pour être très simple, ces rapports disent qu'il faut plus d'Europe. Il faut plus d'Europe, il faut intégrer le marché financier de tous les États, etc. Plus d'Europe. Et parmi ce plus d'Europe, il y a la politique européenne de l'énergie. La Commission, tout le monde, on entend ça partout. Il faut une politique européenne de l'énergie. Tiens, c'est pas ce que vous êtes en train de discuter au Parlement, ça. Vous êtes en train de discuter de la politique française de l'énergie. Mais il faut une politique européenne de l'énergie. Et dans cette politique européenne de l'énergie, il y a beaucoup de directives qui sont sorties d'ailleurs, qui contraignent en quelque sorte le système français. Et vous avez notamment une directive qui demande à ce qu'il y ait 42,5% d'énergie renouvelable. Tiens, alors que le traité de Lisbonne dit que chaque État membre est souverain dans son mix énergétique. Alors, on est à la fois souverain et à la fois, il faut 42,5% d'énergie renouvelable. Si vous regardez la politique européenne de l'énergie, c'est quelque chose de nouveau. C'est une intégration, en quelque sorte, notamment pour l'électricité des réseaux électriques européens. Et puis, comme les projections pour le nucléaire, c'est de l'ordre de 15% maximum, et c'est un gros effort, ça veut dire que les renouvelables l'emportent très largement partout. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait, nous, en France, à ce moment-là? Donc, la question de la souveraineté française dans la politique de l'énergie me semble posée en ce moment, puisqu'il y a deux choses contradictoires. Une politique européenne de l'énergie très intéressante, peut-être pas absolument nécessaire, pour l'instant, je ne dis pas le contraire, et une politique française qui, au contraire, s'inspire de la souveraineté et est largement adossée dans le domaine électrique sur le nucléaire, qui est en quelque sorte aussi une industrie de souveraineté, il y a très largement, quoi. Donc voilà. Donc comment fait-on pour résoudre cette contradiction? D'abord, est-ce qu'elle est même visible? Est-ce que les députés s'en rendent compte que cette contradiction est à l'œuvre? Elle est très largement à l'œuvre dans l'opposition entre les renouvelables et le nucléaire, contrairement. Ce n'est pas uniquement une question française, c'est une question beaucoup plus large. Oui, elle est visible et elle est même traitée. C'est l'exemple du rapport réalisé avec ma collègue Marie-Noëlle Battistel sur l'hydroélectricité. On est au cœur du sujet. Oui. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, on a l'article 192 du traité de fonctionnement de l'Union européenne. Peut-être que je me trompe, que ce n'est pas exactement le 192, mais on n'est pas loin. On est dans les 190, qui écrit noir sur blanc que chaque État est souverain dans l'exploitation de ses ressources pour produire son électricité. Mais dans le cas particulier de l'hydroélectricité et du statut de concession, on a d'autres articles du TFUE qui nous disent qu'il faut qu'il y ait de la transparence, qu'il faut qu'il y ait le marché et qu'il faut qu'il y ait de la mise en concurrence. Et donc là, les choses sont en parfaite contradiction sur ce sujet-là. Et donc nous, avec Marie-Noëlle Battistel, nous avons réalisé un rapport sur le sujet et trouvé des solutions pour s'en sortir. Avec deux grands axes. La première, c'est très simple, c'est-à-dire revoir, parce qu'il y a un processus qui est en cours au niveau européen sur la directive concession, la revoir pour exclure l'hydroélectricité et peut-être d'autres sujets en lien avec l'énergie de ce cadre qui force plus la concurrence, etc., par rapport à la souveraineté nationale. Et puis l'autre axe, c'est de changer le statut en France. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail parce que ce n'est pas l'objet de notre... Mais sachez qu'il existe un rapport sur le sujet.
Donc ça, c'est une première façon de répondre. Mais la deuxième façon de répondre, c'est que de toute façon, on ne peut pas... C'est le principe même d'un réseau électrique. C'est-à-dire que raisonner tout à l'échelle nationale, à un moment donné, c'est un équilibre, un électron qui rentre et un électron qui sort. Et ça dépend de la puissance des interconnexions. Oui, mais justement, en fonction de la, en plus, avec le foisonnement de toutes les formes de production, avec ce qu'on peut imaginer de véhicules électriques qui deviendraient des piles à un certain moment de la journée pour restituer au réseau à un autre moment, on est bien d'accord qu'on ne peut pas rester complètement isolé de l'extérieur et qu'il faudra toujours ces interconnexions. Donc il faut quelque chose d'équilibré, d'intelligent, d'agile et de résilient qui permet à chaque État de pouvoir reposer sur ses fondamentaux, sur sa géographie, sur son histoire. Ça, c'est très important, parce qu'en France, c'est très fort, ces dimensions-là, mais qui puisse coopérer avec les États voisins pour pouvoir équilibrer tout cela au bénéfice de tous les Européens, d'un prix bas de l'électricité pour l'industrie européenne qui la rend plus compétitive vis-à-vis de la Chine et des États-Unis. Comme ça, j'ai bouclé par rapport à votre question. Merci, monsieur le député. Soyons agiles.